Hello, attendez que je me remette bien. Hello, magnifique, sublime, étincelante, stupéfiante, dynamisante créature céleste. C'est la Minute Pia, c'est Félicité. Je suis ravie d'être avec vous. Comment allez-vous? Alors, j'espère que ça va bien. J'espère que la période vous permet de souffler un peu. Et pour ceux qui ne soufflent pas, on va avoir une bonne discussion si vous permettez. Je vais juste faire la température du jour en ce qui concerne votre servante, c'est-à-dire Moué. Écoutez, je suis une fan des JO, donc les JO, je crois que c'est la seule fois où je suis la natation et la course de 20 km et maintenant j'aime bien le lancer de poids, mais des trucs que je regarde jamais en général. Ça me permet de me tenir le pouls un peu du monde et de découvrir combien différentes nations à travers ce monde sont passionnées par une chose qui nous réunit, quoi. C'est toujours quelque chose que je trouve formidable. Je vais pas discuter des dissensions, on tourne la page, voilà. Donc je suis en mode Jeux Olympiques. Je devais aujourd'hui, et je voulais, ça fait plusieurs fois, parler d'argent, parce que j'ai eu des messages qui sont arrivés pour l'argent. Mais justement, comme je suis en train de mettre en pratique ce qui m'a été dit, tant que je ne sais pas ce que ça donne pour l'instant, je préfère ne pas faire la vidéo tout de suite. Et puis, je vous en dirai davantage, j'espère, quand je verrai un petit peu ce que ça donne. Hein. Si les petits trucs que j'ai téléchargés et qui m'ont été donnés sont vraiment efficaces et valables. Sinon, ça sert à rien. Donc aujourd'hui on va parler d'autre chose qui m'a été envoyée en express hier. C'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas vu venir et apparemment ça répond certainement à la situation de plusieurs d'entre vous. Alors si vous êtes quelqu'un issu d'hommes et des tomes français, ça peut vous regarder. Si vous êtes quelqu'un issu d'Afrique subsaharienne, Afrique centrale, Afrique du Nord, Maghreb, hein, ça peut vous concerner aussi. Si vous êtes quelqu'un issu des États-Unis, Première Nation, ou des personnes qui ont été descendantes de personnes qui ont été réduites en esclavage, ou personnes d'Amérique latine faisant partie des populations autochtones qui étaient à la base sur le territoire, ça peut vous regarder. Et puis, ça peut aussi intéresser pour les gens qui sont, par exemple, français d'origine, mais vraiment, quoi, de racines, selon les populations, par exemple, les Bretons, les Basques, les Corses, des populations qui ont essayé de se déterminer parce que justement du point de vue culturel et du point de vue du langage et du point de vue des valeurs qu'ils véhiculaient, ils ne se sentaient pas forcément associés au message créé à l'époque par la France qui les a absorbés, quoi. Alors on va pas parler politique, ne vous inquiétez pas, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on va parler des traumas générationnels. Je reviens sur un discours, j'espère qu'il va pas être ennuyeux, j'essaie de le faire court, mais il est vraiment important. Et j'aimerais que vous me suiviez dans ce sens-là. Pour les personnes qui sont descendantes de ces régions qui ont été des territoires annexés, que ce soit par la colonisation, que ce soit par l'esclavage, ou que ce soit par une volonté de taire l'héritage traditionnel, hein, et là je m'adresse aux Bretons, etc., qui ne pouvaient pas parler leur langue, qui ont été traités d'idiots, hein, quand à Montparnasse, les souteneurs attendaient les jeunes femmes bretonnes pour les envoyer se prostituer, et qu'on les appelait les ploucs, hein, parce qu'ils venaient des ploucs, des petits villages. Voilà une population qui a été quand même assez aussi sous dominance française, si on veut, et complètement effacée, qui s'est battue pour résister. Et maintenant, tant mieux pour la Bretagne. Voilà, la langue bretonne est à nouveau vivante et parlée. Il y a des chaînes bretonnes, etc., etc. Je suis pas pour la séparation des trucs, mais je trouve, et je vous l'ai déjà dit souvent, que l'héritage, la lignée, c'est important. Ça n'est pas une question de territoire, c'est une question de culture. Et partout où vous serez dans le monde, si vous conservez une part de vous, de cette culture qui est vivante, alors vous allez nourrir une part de votre ADN qui sinon serait en souffrance. C'est de ça qu'on va parler. Parce que voilà, lorsque vous avez
dans votre héritage familial, dans votre histoire de votre lignée, ces traumas, ces questions de violence, par exemple pour les personnes qui ont été réduites à l'état d'esclavage, dont les descendants se trouvent dans les îles, les Dom, les Tom, vous avez souvent un double héritage qui est terrible. Vous avez celui à travers l'ADN des personnes qui ont été réduites à l'état d'esclavage, donc qui ont été humiliées, qui ont été aliénées, violées, tuées, torturées, considérées comme des choses, vendues comme des objets. Et vous avez dans le même sang, dans le même ADN, combiné chromosomiquement le sang de la personne qui a violé, tué, torturé, aliéné, considéré comme des objets d'autres êtres humains, et qui les a mis sous sa domination. Les deux cohabitent. Et ce qui était intéressant, et ça crée, vous avez donc l'ADN du traumatisé et l'ADN du traumatiseur. C'est terrible comme combat à l'intérieur. Vous ne pouvez pas rejeter les deux racines puisqu'elles font partie de ce que vous êtes. Par contre, ce trauma-là, ces espèces de combats-là, ça peut causer des limitations. Ça peut expliquer pourquoi, en gros, pour une large partie de cette population, lorsque les gens se décident à faire des choses pour sortir de leurs conditions, avancer, se développer, quelque chose au bout d'un moment va bloquer. Si vous voulez, ce stigma de traumatisme va empêcher, briser toute forme d'évolution. Ou si évolution il a, elle se fera au prix d'énormes sacrifices. Et bizarrement, ça ne peut pas forcément être transmis de façon générationnelle, puisque le trauma n'ayant pas été traité, va encore se transmettre par l'ADN. Alors vous me direz, est-ce que c'est possible? Ben oui, ça a été prouvé dernièrement d'ailleurs par des chercheurs qu'effectivement les traumas se transmettent par l'ADN. Il y a l'ADN et puis il y a l'ADN ADN et puis celui dont je vous ai déjà parlé, il me semble, l'ADN mitochondrial transmis par la mère. Donc vous avez deux facteurs qui vont transmettre ces traumatismes. Alors pour ceux qui sont issus de l'esclavage ou de la colonisation, le trauma, il est terrible parce que il y a le trauma donc de l'ADN mitochondrial transmis par la lignée femelle. Et cette lignée-là, c'est elle qui a été violée, traitée n'importe comment, torturée, mise en esclavage, amoindrie. On lui a arraché ses enfants. Soit ils ont été vendus comme des choses, soit ils ont été traités comme des non-objets. On a vu les gens au Congo, les enfants dont on coupait la main parce que le père travaillait pas assez vite, etc., etc. Mon propre cousin me disait que quand il allait à l'école, je suis issue des terres du Cameroun, quand il allait à l'école, il passait sur le chemin de l'école, les Français colons avaient fait exprès, sur une route où il y avait la tête des maquisards, donc des gens qui avaient pris le maquis. En France, on les aurait appelés les résistants. Lui, c'est un enfant qui va à l'école, et quand il va à l'école, il y a la tête de ceux qui se sont révoltés pour défendre la culture de leur pays. Voilà dans l'atmosphère dans laquelle il a grandi, une atmosphère dans laquelle il me disait, il passait devant des maisons avec des pelouses pas possibles, donc il regardait, c'était des maisons formidables, et puis les pelouses, c'est pas quelque chose de très habituel en Afrique. Quand on connaît la végétation là-bas, la pelouse, ça fait pas partie du truc, donc c'est quelque chose d'artificiel qui a été créé, semé, mais qui est magnifique, l'herbe, ça pousse partout, le soleil, pluie, voilà. Et on leur envoyait les chiens parce que c'était des propriétés interdites aux Noirs et aux chiens dans leur propre territoire en Afrique, on est bien d'accord. Aux Antilles, les gens connaissent la même chose. Et ce qui est très intéressant, que ce soit pour l'Afrique subsaharienne ou les Antilles, les gens, les descendants de ceux qui les ont traités ainsi comme des choses sont encore là et encore au pouvoir. Donc le trauma, il continue à se perpétrer tout le temps, de façon inconsciente. Il est nourri. Donc voilà des limitations qui non seulement existent dans les mémoires, dans l'ADN, mais qui sont aussi dans les mémoires physiques, puisque le trauma continue à être perpétré, et donc qui rentre dans l'inconscient comme quelque chose qui finalement a été accepté. Et même si on cherche à se révolter, on heurte un mur parce que le trauma n'a pas été guéri. Donc autrement dit, c'est comme un sillon sur un disque ou sur une route. Le sillon est tellement profond que vous ne pouvez pas sortir du sillon, du chemin qui a été tracé par ces années et ces années et ces années d'abus, qui sont complètement intégrés à ce que vous êtes, à votre personnalité, votre histoire, votre culture.
Même chose, je vais parler encore des femmes bretonnes surtout, qu'on m'excuse pour les Basques, etc., qui ont subi aussi énormément de par la différence de leur culture, notamment de leur langue. On sait très bien que la langue basque, on ignore même quelle est véritablement l'origine, est très différente de tout ce qui est indo-européen et gréco-latin. Donc voilà encore un peuple qui est particulier, qui a sa culture particulière, son unicité, et qui pendant un moment a été obligé de s'intégrer et de dire non. C'est un peuple qui se bat pour garder au moins ça, et moi je trouve que ça se respecte, c'est ce que vous voulez. Je vais reparler des Bretons parce que c'est un exemple qui m'a marqué. Bon, d'abord, une de mes grandes amies d'enfance est bretonne et on avait souvent cette discussion-là. Ben voilà, hein, elle, sa mère, c'était ça. Hein, elle se faisait taper parce qu'on ne pouvait pas parler breton à l'école, il fallait parler français, traités comme des imbéciles. Bécassine, l'héroïne Bécassine est une bretonne. C'est pour ça que maintenant, quelqu'un qu'on traite de Bécassine, c'est-à-dire d'imbécile, c'était une façon de se moquer des Bretonnes. On pensait que c'était des femmes avec l'esprit complètement innocent, connaissaient rien à la vie, complètement naïves et surtout particulièrement stupides. Ça, c'est aussi un traumatisme. Et c'est quelque chose qui est intégré dans l'inconscient. Lorsque vous continuez, parce que je vois, il y a en ce moment une ministre que les gens appellent Bécassine, eh bien, l'air de rien, on réactive cette mémoire qui perpétue l'idée d'une population qui serait particulièrement plus bête qu'une autre sur le territoire français. On perpétue un traumatisme. Et par contre, les Bretons, ça va. Hein, moi, je trouve que c'est quand même un peuple qui s'en tire très bien et qui se développe extrêmement, de façon assez extraordinaire. Surtout pour ceux qui sont du bord de la mer, c'est quand même un peuple qui voyage un peu partout. On trouve des Bretons partout dans le monde. Hein, c'est quand même fort. Mais il reste quand même ce trauma qui est là et qui serait intéressant, si vous le souhaitez, de nettoyer. Alors voilà ce qui m'a été téléchargé par rapport à ça. Alors il y en a d'autres, hein. Je vous invite, quand je parlais aussi des pays du Maghreb qui ont suivi aussi l'occupation française, hein, auquel on a imposé aussi la culture française, auquel on a fait comprendre que leur culture ne valait rien, tout en piquant ce qui était intéressant et puis en jetant le reste aux orties, en traitant les gens comme des citoyens de seconde zone et en s'octroyant les meilleures terres, les meilleurs trucs, etc. On sait très bien ce que ça a donné. Même si maintenant ces États ont repris leur souveraineté, moi, il y a une chose qui m'a marqué. Alors, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais pour toutes les populations qui ont subi ce genre de choses, regardez l'architecture. J'ai remarqué ça partout. J'ai dit, alors voilà, maintenant, une ville qui se dit moderne, que ce soit Accra, au Ghana, au Nigeria, en Corée, au Maghreb, etc. Ce sont des villes dans lesquelles on a des tours, des machins, des bâtiments qui sont construits comme ci, comme ça, à l'européenne. Hein, avec la vision d'architectes qui ont été formés dans des écoles occidentales et qui vont finalement reproduire cette architecture-là sur leur territoire, sur les pays, etc. Ce qui continue pour moi à perpétuer encore la marque de l'ancien oppresseur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des bâtiments comme ça, il y a des bâtiments magnifiques. J'ai dit qu'il faut justement se couper les chaînes pour culturellement découvrir et mettre en place quelque chose qui vous ressemble réellement. Quand vous allez au Japon, il y a le moderne et puis il y a énormément le traditionnel qui est là. Et de plus en plus, il commence à se référer au traditionnel pour créer du moderne. Ça, c'est ce qui commence à se faire aussi de plus en plus dans les Émirats. Ça commence à arriver en Afrique subsaharienne aussi. C'est phénoménal parce que c'est important. C'est une libération simplement des chaînes qui vous ont empêché de découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous avez réellement à proposer en dehors des limitations qui vous ont été imposées par le trauma. Oh mon Dieu, que j'ai été sérieuse. Mais il fallait. Alors j'espère que ça a été compris. Donc ce que je vous propose, c'est justement couper ces chaînes. Qu'est-ce que ça va apporter?
Eh bien, pour certaines populations, d'avoir ce trauma-là, surtout je parle pour les femmes, ça peut amener énormément de changements dans les relations hommes-femmes, et notamment dans les relations amoureuses. Des relations qui peuvent être bâties sur l'abus, sur une sorte de dépendance affective qui est presque malsaine, où on est maltraité par quelqu'un, où on est avec un homme qui multiplie les conquêtes et qui vous traite avec finalement un minimum de respect, qui pense que parce qu'il vient passer une nuit avec vous, c'est bon, vous êtes tranquille, et qui fait le tour de son cheptel. Ça, ce sont les résultats liés souvent à ce qui était l'esclavage, parce que à l'époque un homme c'était un étalon, c'était quelqu'un qui était là pour assurer finalement une population d'esclaves, de personnes mises en état soumis à l'esclavage, qui pourraient se développer. Donc ils étaient comme quand on achète un étalon dans une écurie, ils étaient là pour faire des enfants. Une fois qu'ils avaient fait leur travail, souvent ils étaient revendus dans une autre plantation. Donc dans le trauma, dans l'inconscient collectif, ce qui s'est ancré, c'est que l'homme, il était là pour planter sa graine et que c'était les femmes qui, elles, continuent à élever les petits qui étaient là. C'était leur fonction. Et puis, certaines femmes étaient revendues quand c'était des femmes qui enfantaient beaucoup et qui pouvaient justement, elles aussi, profiter au développement des plantations. Mais l'idée était quand même que elles ont les enfants jusqu'au bout parce qu'il faut les allaiter, voilà, jusque sevrage. Et à l'époque, quand on sevrait, c'est pas comme maintenant. On sevre pas pour aller à la crèche au bout de 6 mois. On sevrait au bout d'un enfant qui avait peut-être 2 ans, voire 3. Donc c'est le temps de la construction de l'enfant finalement. Et je vais être extrêmement cynique. Le temps qu'il soit parfaitement solide pour commencer lui aussi à travailler pour la plantation et à être un investissement intéressant. Donc voilà ce trauma qui peut se passer au niveau amoureux qui peut être soigné. Alors qu'est-ce qui va se passer par exemple pour les gens d'Afrique subsaharienne? Il n'y a pas eu, c'est sur une population qui n'a pas été soumise à l'esclavage, oui, mais c'est une population à laquelle on a dit que les traditions de leur tribu ou des nations dont ils dépendaient étaient mauvaises au regard de la République ou au regard de la religion chrétienne. Je ne suis pas quelqu'un qui suis pour la polygamie du tout, mais bon, ça faisait partie des mœurs. Et puis il y avait d'autres usages qui étaient faits. Je viens moi d'une ethnie dans laquelle moi je trouve que les femmes, elles étaient quand même comme ça. Il y avait d'un côté énormément de pouvoir, et puis du côté pas du tout. C'est extrêmement patriarcal. Mais en même temps, les femmes avaient une initiation, apprenaient des choses qu'elles transmettaient à leurs filles, qui leur donnaient une posture particulière au sein de leur famille. Je dis pas que c'était meilleur avant, je n'en suis vraiment pas convaincue. Mais les femmes qui ont dit non, ma grand-mère, la mère de ma mère en a fait partie, les femmes qui ont dit non sont des femmes qui ont permis de faire avancer les choses d'elles-mêmes. Elles n'ont pas eu à avoir une république ou un machin qui a imposé des choses qui finalement ne correspondaient pas à sa culture ni à ses valeurs. Donc il n'y a pas eu de traumatisme, si vous voulez. C'est quelque chose qui est venu organiquement. C'est ça la différence que je veux dire. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut faire du coup pour l'Afrique, pour la femme subsaharienne au niveau de ce qui est amoureux ou des relations? Ça va être de développer le sens de sa valeur, parce que le trauma, c'est aussi quelque chose que qu'on a pu vivre en dehors du trauma colonial. Ça peut être justement cette espèce de force masculine qui réduisait les femmes à l'état finalement de pondeuses et puis de femmes qui vont travailler dans les champs, etc. Et petit à petit, quand vous libérez ces chaînes, vous libérez aussi ce joug-là pour pouvoir exister vous en tant qu'être lumineux et trouver votre importance et votre poids dans la société tel que vous êtes, en vous libérant des chaînes du passé, d'où qu'elles proviennent. Les traumas, ça peut être aussi ça. Je parle par exemple des peuples qui subissent l'excision. C'est pas une chose amenée par le colonisateur du tout, et c'est pas forcément une chose positive, loin de là. C'est carrément une horreur. Mais même si je sais que c'est culturel et qu'il y avait une raison pour laquelle c'était fait, la raison c'était que la femme appartient à l'homme et que le plaisir de la femme n'est pas l'objectif premier
de la construction d'une famille et d'un foyer, de la construction d'un famille et d'un foyer, et ça a été dans beaucoup de populations, pas que en Afrique, c'était un peu partout dans le monde. C'était l'homme qui devait pouvoir gérer son plaisir et la femme était là pour faire les enfants et tenir la maison. Ça, c'est aussi une forme de trauma, une forme de chaîne, et en faisant ce travail-là, vous pouvez briser ça. Maintenant, je peux m'adresser aussi aux hommes, parce que vous allez dire c'est sympa, ouais, d'accord, les femmes, moi, et moi. Ben les messieurs, c'est pas plus facile, parce que ce qu'on demande aux hommes, et surtout ce qu'on demandait avant particulièrement, c'était un homme devait justement tenir le foyer, hein. Les femmes ne travaillaient pas, donc il fallait que ce soit lui qui apporte le brousouf à la maison. Lorsque c'était des populations où il n'était pas question d'argent, etc., bah, il allait chasser, il allait poser des pièges, fallait pas qu'il revienne bredouille. C'est sur lui que prend le poids des responsabilités. C'est lui qui n'a pas le droit de montrer ses émotions. On pleure pas, hein, on est fort. Qui va devoir affronter des fois d'autres mâles pour assurer sa position de chef. Donc en permanence, ne pas écouter ses émotions, en permanence être dans une espèce de lutte pour se maintenir, c'est une pression énorme et ça aussi c'est une chaîne. Alors quand vous faites ce processus, ça va pas du tout nuire à votre masculinité du tout, mais au contraire ça va vous permettre de vous exprimer vous à travers ce que vous êtes vous en toute liberté, en dehors des dictats de la société sur ce que devrait être un homme et sur ce qu'a toujours dû être un homme. Vous allez pouvoir vous libérer de ça parce qu'on a beaucoup d'hommes, et c'était surtout le cas autrefois, qui se mariaient parce qu'ils devaient se marier à des femmes qui n'aimaient pas forcément, qui avaient des enfants mais qui souhaitaient pas forcément en avoir à ce stade-là, et qui ne trouvaient un moment d'évasion que quand ils avaient fini leur journée de travail le soir et ils se retrouvaient au pub, au café, à la guinguette, ce que vous voulez, avec les potes en train de boire un verre avant de rentrer à la maison. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il oubliait tout ce poids de responsabilité et en même temps le travail où il était traité comme un n'importe quoi. Ou alors, quand il était son propre patron en quelque sorte, hein, si c'est quelqu'un qui cultivait la terre, etc., un travail où il était épuisé physiquement pendant une heure ou deux, après sa journée de travail, il pouvait s'évader avec les potes et oublier ce truc-là. Ce qui veut bien dire que... Veuillez m'excuser. Quand c'est comme ça, ça veut dire que j'ai des choses à dire, mais alors, je vais pas vous prendre pendant 2 heures. Mais effectivement, là aussi, il y a quelque chose qui maintient l'homme sous un espèce de joug mental traumatisant qui l'empêche d'exprimer réellement ce qu'il est et son potentiel en dehors de ce que la société attend de lui, quelle que soit la société. Et maintenant, je reviens au temps moderne, ça n'est pas mieux puisque dans la société occidentale, les choses bougent, les choses changent et les hommes sont sur des sables mouvants. Ils savent plus du tout ce qu'ils doivent faire ou pas. Alors, il y a ceux qui se révoltent, qui vont aller à l'extrême et être furieux et dire nous on veut un retour à avant les femmes traditionnelles, etc., etc. Et il y a ceux qui vont de l'autre côté en disant ouais non mais moi je suis super ouvert à tout ça, tout en se perdant complètement. L'idée ça n'est pas de se dire qu'un homme avec un sac à main ça n'est pas une bonne chose, qu'un homme qui fait met du rouge à lèvres ça n'est pas une bonne chose. Je rappelle que le frère de Louis XIV qu'on appelait monsieur était non seulement homosexuel mais aimait justement se farader, etc. Et c'était un redoutable guerrier. C'est lui qui a mené les guerres justement pour Louis XIV et qui les a gagnées. Il était adoré de ses soldats. Donc ça n'a rien à voir. Un gars qui met un maquillage et des talons, c'est pas forcément quelqu'un qui se fera bolosser par les autres. Ne rêvez pas. Ça, ce sont encore des chaînes, des choses qui ont été des étiquettes que les gens ont portées. Je ne défends pas ça. Je dis juste qu'il faut pas se tromper de combat. Moi, je parle pas de dire les hommes doivent être ci, doivent être ça. Je dis vous devez avoir la liberté et le droit d'exprimer ce que vous êtes, parce que vous avez tous, tel que vous êtes, des choses à apporter à la société. Il faut juste vous libérer de ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même. Surtout si vous êtes des magnifiques créatures célestes. C'est terrible de manquer. Vous nous manquez si vous n'êtes pas libérés. Vous nous manquez si vous avez encore vos traumas. On a besoin de vous, on a besoin de votre lumière, on a besoin de ce que vous êtes prêts à nous apporter, parce que je sais que vous êtes prêts à apporter énormément. Vous êtes remarquables. Alors, on va sortir tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est nous allons appeler justement la lumière divine à se manifester et faire sauter les loquets. C'est une méditation que je vous propose.
Je l'ai enregistrée, parce elle demande, comment dire, que vous fermiez les yeux et que vous vous laissiez rentrer dans le processus de guérison. Je ne vais pas le filmer parce que je sais que quand je fais ce truc-là, mon corps risque de bouger, il risque de passer beaucoup de choses. Donc je ne veux pas que ça puisse distraire qui que ce soit. Et on se retrouve après ça. À tout de suite. Mettez-vous dans un endroit où vous allez être en paix, pas dérangé par des appels ou des trucs. Ça va pas durer trop longtemps, mais ça peut faire monter des émotions. Je vous demande s'il vous plaît de préparer à côté de vous une boisson, et puis non alcoolisée de préférence, et peut-être un petit truc salé, un petit truc sucré. Ça peut même être un fruit, etc. Parce que ça va demander pas mal d'énergie. Ok? À tout de suite. Cher archange Michael, moi, je te convoque aujourd'hui afin d'effectuer ce nettoyage sur l'ADN hérité de mes lignées ancestrales, du côté paternel et du côté maternel. Je vais te demander de briser les chaînes qui m'empêchent de me réaliser pleinement en tant qu'être de lumière dans cette vie-ci. Je vais te demander, cher Michael, d'effectuer un nettoyage en profondeur, si puissant, que je ne me sentirai plus retenu par quoi que ce soit pour exprimer le potentiel de la personne exceptionnelle que je suis. Tout ce qui est potentiel deviendra factuel. Tout ce qui était une projection de l'avenir sera une réalité présente. C'est pourquoi, cher archange, je te demande de me briser les chaînes de l'esclavage, de la domination coloniale et culturelle qu'ont pu subir tous mes ancêtres et que je subis encore, quelles que soient les lignées. Cher archange, je te demande de briser les chaînes de la limitation, quelles que soient les lignées concernées, qui m'empêchent de me réaliser pleinement et d'être réellement la personne que je suis censée être dans cette vie-ci. Cher archange, je te demande de briser les chaînes de l'aliénation dans toutes les lignées précédentes et dans mon ADN qui peuvent créer des addictions, quelle qu'en soit la portée, et ainsi détourner mon énergie du but ultime qui est celui de bâtir une vie dans laquelle je serai heureuse et respectée. Mon cher archange, je te demande de briser les chaînes de l'humiliation dans mon ADN et dans ma lignée, côté père et côté mère. Tout ce qu'ont pu subir les hommes et les femmes de cette lignée, nettoie-le, libère-nous. Quel que soit le type d'humiliation qu'ils aient pu subir, nettoie-le, libère-nous. Mon cher archange, je te demande de briser les chaînes du viol, de la violence et des abus. Dans mon ADN et dans toutes les lignées qui m'ont précédé. Quels que soient les viols, violences ou abus qui ont été commis, perpétrés ou subis, je te demande de briser ces liens, briser ces chaînes maintenant, nettoyer cette énergie, purifier toutes les mémoires qui auraient pu être engrammées dans l'ADN.
pour la lignée ascendante comme la lignée descendante. Mon cher archange, je te demande de briser les chaînes de la soumission, engrammées dans mon ADN et dans toutes les lignées. Je te demande de briser ces chaînes, qu'afin que je puisse maintenant avancer la tête haute, respectée et respectable, dans tous les choix que la vie m'amènera à faire. Et que pour chacun de ces choix, je sois guidé par la lumière divine et la force de progression, et non par l'esprit d'humiliation et de défaite. Mon cher ange, cher archange, je te demande de briser les chaînes de la peur, de la crainte, qui m'empêchent actuellement et ont empêché tous les membres de ma lignée de se dépasser, de sortir du sillon tracé pour créer ma propre réalité. Je te demande de purifier cet ADN dans toutes les lignées ascendantes et descendantes, afin qu'à partir de maintenant, et par ma présence, je te demande, cher archange, de purifier totalement toutes les lignées et de libérer totalement tous les descendants actuels de cette lignée, afin que la lumière divine, à travers nos vies, puisse enfin s'exprimer librement et que nous puissions établir une existence dans laquelle nous nous épanouirons, que nous serons respectés et dont nous serons fiers. Cher archange, il est certainement encore des chaînes qui sortent simplement de mon esprit que je n'ai pas vues, mais que toi, tu vois. Je te donne l'autorisation, cher archange, de les briser toutes. Je te donne l'autorisation, cher archange, de libérer ma lignée, Père, Mère, ascendante et descendante et moi-même, de toutes les chaînes qui empêchent l'expression divine que nous sommes sur cette terre de se réaliser totalement. Car j'ai ce rêve, cher archange, de vivre une vie merveilleuse. J'ai ce rêve, cher archange, d'être heureux dans cette vie-ci. J'ai ce rêve, cher archange, d'être libre d'avoir des relations belles, vécues dans le respect, la joie et l'épanouissement total. J'ai le rêve, cher archange, de mener une vie professionnelle qui est à l'image de ce dont j'ai rêvé, qui me satisfait, qui me comble, dans laquelle je m'épanouis et qui me permet d'être utile. Car je fais le rêve, cher archange, d'être entouré d'amis de grande valeur, de personnes que je respecte et qui me respectent, que j'apprécie et qui m'apprécient. Car je fais ce rêve, cher archange, de vivre au sein d'une famille dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle chaque interaction est un bonheur, même au travers des disputes. Libre de jalousie, d'envie, de mesquinerie et de méchanceté quand tu auras nettoyé tous ces obstacles, toutes ces chaînes liées aux peurs, à la diminution. Cher archange, quand tu auras libéré tout ça, je te demande, s'il te plaît, de tout nettoyer, remplir avec ta lumière blanche divine de purification. Je te demande, cher archange, d'apposer ton sceau sur chaque chaîne qui aura été brisée de façon à ce qu'elle ne puisse plus jamais se régénérer. Et si d'aventure je me crée d'autres chaînes, je t'autorise, cher archange, à les briser, chaque fois, tout au long de mon existence, car je ne suis incarné en tant qu'humain, et je sais que je recommencerai à avoir des peurs, des limitations, mais je compte sur toi, maintenant que je te le demande et que je te l'autorise, pour à chaque fois briser les chaînes que je me mettrai à nouveau,
pour permettre à nouveau et à chaque fois à la lumière divine d'œuvrer à travers moi, pour que ma vie soit une vie de bonheur, de lumière, de générosité, de joie, de force. Je veux me sentir rayonner, mon cher archange. Et je remercie l'Éternel qui nous a donné des archanges, des anges et des guides pour nous aider à faire de nos vies des vies dignes d'être vécues comme enfants, créatures célestes. Merci, cher archange, pour ta présence. Merci pour ce travail merveilleux que tu as accompli pour moi et pour toutes mes lignées. Merci pour les descendants qui, grâce à toi, seront libres de créer leur existence. Et c'est fait. Amen. Amen. Hello, me voilà de retour. Vous avez vu comme c'est une prière profonde. Vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas une prière écrite. J'ai laissé les mots venir à travers moi. Je me suis laissé guider. Il y a eu des moments où il y avait des arrêts parce que mon corps avait des réactions. Bien sûr, je suis aussi concernée par cette prière. Ça n'est pas une chose extérieure. Je la trouve merveilleuse. Elle est très, 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 très puissante. Ces mots, ça n'est pas n'importe quoi. Il y a des pans de phrases, je pense, qui vous parleront. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis sur un nuage parce que là, c'est vraiment particulier. Je vais boire encore un petit peu d'eau. Excusez-moi, mais comme je vous ai dit, il faut boire de l'eau, truc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment tip top ce qu'il faut parce que ça va vous permettre de passer au stade d'après maintenant et de voir que quand vous allez décider de mettre quelque chose en place, il n'y aura plus les retenues que vous aviez avant. D'accord? Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents. Je vous dis merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à vous servir, regardez un petit peu si vous voulez être guidé. Alors, je me souviens pas de toutes les vidéos que j'ai faites. Il y en a des centaines. Vous avez vu ça, c'est pas évident pour moi. Quand vous m'envoyez un truc, dites-moi plutôt la vidéo qui parle de ça, en gros, pour que je sache. Parce que c'est pas parce que je vois le titre de la vidéo que je sais exactement ce qu'il y a dedans. Ça m'apprendra. J'essaye maintenant de faire des titres qui sont plus faciles pour moi, pour me repérer. Si vous avez des questions à poser, vous m'écrivez sur felixcoaching@gmail.com. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits mots. Merci à tous ceux qui font des petits commentaires. Merci à ceux qui mettent des pouces. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci à ceux qui regardent, même s'ils ne font pas de commentaires, etc. J'espère que ça vous sert. C'est vraiment ça. J'espère que ça vous aide à aller plus loin dans votre vie, à avancer. Et ça serait vraiment chouette, quoi, n'est-ce pas? Nous, on se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je vous prie de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin des gens que vous aimez, de laisser les autres à l'univers qui va s'en occuper. Ce sont des gens qui ont encore besoin de développer des choses. C'est vraiment pas votre problème. À bientôt. Merci.